pour nous de lancer une pastille européenne, un rendez-vous que vous retrouvez chaque jour sur notre antenne dans cette première partie du 13-15 à 13h45. Également un peu plus tard dans le Paris Direct avec Julien Fanchouli et Caroline de Camaret. J'accueille donc sur ce plateau Anaïs Guérard. Bonjour. Karina Chabour. Bonjour à toutes les deux. Vous faites partie de ce projet qu'est le bus de l'Europe. On va évidemment en reparler ensemble dans quelques instants. Pendant un mois à bord de ce bus, vous avez parcouru de nombreuses destinations, une dizaine au total, pour rencontrer évidemment ces Européens, prendre le pouls aussi à la veille de cette élection. Qu'est-ce que vous retenez concrètement de ce périple et peut-être aussi du sentiment qui envahit les Européens aujourd'hui? Alors il y a deux thèmes très, très importants. Il y a le thème des migrations, il y a le thème du chômage. On sent que la crise à la fois économique et la crise des migrants est passée par là. Et il y a un thème auquel on avait moins pensé, Anaïs et moi, et qui nous a profondément marqué dans les 10 pays visités. C'est celui du déclin démographique. Il y a des pays comme l'Autriche, comme l'Italie, où la population est vieillissante. Il y a des pays de l'Est où les jeunes diplômés ont tendance à partir vers l'Ouest pour trouver des emplois mieux payés. Et tout cela, ça crée des pénuries de main-d'œuvre. Ça pénalise les entreprises qui parfois ne peuvent pas honorer des commandes faute de main-d'œuvre. Alors, nous avons vu précisément le cas de la Hongrie. Et vous savez qu'en Hongrie, le gouvernement nationaliste de Viktor Orban ne souhaite pas faire appel à l'immigration face à ce problème. Il préfère des mesures pro-natalité ou encore une loi très controversée. C'est cette loi des heures supplémentaires qui permet aux entreprises d'imposer 400 heures supplémentaires à ses employés. 400 heures, c'est la moitié de la moyenne européenne. Et ce sont des heures qui sont payées 3 ans plus tard. Donc ça a évidemment créé beaucoup d'opposition. Il y a eu beaucoup de manifestations à la fin de l'année dernière. Et justement, on a vu dans une usine, on est allé à la sortie d'une usine, on n'avait pas l'autorisation de filmer dans l'usine, on a discuté avec des ouvriers, on a discuté avec des syndicalistes. Et un des autres effets de cette loi, c'est qu'elle a permis de ressouder des syndicats qui étaient moribonds. Ça leur a permis de faire barrage à cette loi et ça leur a permis aussi d'obtenir de conséquentes hausses de salaire, car c'est la priorité des travailleurs hongrois, de meilleurs salaires. Et contrairement au discours officiel, un syndicaliste nous a dit que déjà des entreprises faisaient appel à cette main-d'œuvre étrangère. Je vous propose de l'écouter. La direction peine à recruter en Hongrie. Et ils ont commencé à chercher des gens à l'Est, venant de pays moins développés, des Ukrainiens, des Mongols et même des Indiens. Non, ça y est, question. Voilà, exemple très concret d'une des problématiques rencontrées à laquelle vous vous êtes confronté. Anaïs, le discours sur la migration ne reflète pas toujours la réalité. Vous vous êtes intéressée à une loi autrichienne, cette fois en particulier, qui s'attire les foudres de Bruxelles. Pourquoi exactement ? Oui, effectivement, en fait, elle est très controversée parce que l'Europe garantit l'égalité de traitement des travailleurs. Or, cette loi va réduire les allocations familiales, en particulier des travailleurs originaires de l'Est, en fait, puisqu'elle va indexer les montants de ces allocations familiales sur le pays de résidence des enfants. Ça représente quand même tout de même une économie de 100 millions d'euros pour le gouvernement autrichien, parce qu'il y a un fort manque de main-d'œuvre en Autriche, notamment dans le secteur des soins. Donc il y a des aides à domicile, notamment qui ont leurs enfants restés au pays et qui, elles, travaillent en Autriche. C'est le cas de Monika, une aide-soignante slovaque qu'on va écouter et qui estime être une citoyenne de seconde zone. C'est mal, c'est une énorme discrimination. Seconde zone ou même troisième zone, je ne sais pas. Les prix, seuls les loyers sont moins chers en Slovaquie. Mais le gaz, le chauffage, l'eau, la nourriture, les vêtements, tout coûte exactement la même chose. Tout. Alors en fait, l'Autriche se défend de cette discrimination en disant que ce n'est pas une question de nationalité et que les autres Autrichiens sont également concernés par cette réforme si leurs enfants vivent à l'étranger. Mais bon, c'est un petit peu difficile à défendre dans le sens où l'Union européenne a refusé de revoir sa constitution pour la même demande, la demande de l'Allemagne fin 2018. Pour les spécialistes du droit autrichien, du droit européen en Autriche, en réalité, c'est plutôt une volonté de l'Autriche d'être sanctionnée pour ensuite stigmatiser les institutions et les institutions européennes. Bon, évidemment, il y a 80% des Autrichiens qui sont en faveur de cette loi, mais il y a aussi des voix qui s'élèvent contre le gouvernement, donc coalition conservateur extrême droite. Notamment tous les jeudis, il y a des manifestations, 2 à 3 000 personnes qui dénonce un gouvernement trop à droite, populiste. J'ai croisé notamment les mamies contre la droite qui, elles, parlent carrément d'un gouvernement raciste, sexiste.
Alors, il y a des manifestations également en Italie contre un autre gouvernement, disons, populiste, celui de Matteo Salvini, notamment contre son décret immigration, parce que vous savez, à Milan, ville que nous avons visitée, c'était traditionnellement une ville très accueillante pour les migrants, avec tout un réseau d'associations qui accueillaient, qui aidaient ces migrants à s'intégrer, à les former, à trouver un emploi et un toit. Et c'est vrai qu'avec ce décret, eh bien, les aides ont été coupées, et cela est beaucoup plus compliqué désormais pour Milan d'accueillir ces flots de migrants. On en revient à cette question du déclin démographique. Quelle stratégie est adoptée Vous êtes intéressée, je crois savoir, Anaïs, à des systèmes de retraite bien différents, évidemment, d'un pays à un autre. Oui, effectivement, j'ai pris deux systèmes aux antipodes. Le Danemark qui est souvent montré comme le bon élève européen qui va vers un allongement progressif, et l'Italie qui est complètement à contre-courant du reste de l'Europe puisqu'elle va vers un abaissement. Elle est passée à 62 ans au lieu de 67 ans. Bon, c'est une réforme évidemment très politique puisque c'était la mesure phare de la Ligue, le parti d'extrême droite lors de sa campagne, qui fait désormais aujourd'hui partie de la coalition au pouvoir en Italie. C'était une mesure destinée à faire plaisir non seulement aux sympathisants plutôt âgés de la Ligue, mais qui était aussi censée favoriser l'emploi. Du point de vue des économistes, c'est plutôt un mauvais calcul, mais il y a cette logique très populaire en fait. Alors, j'ai d'autres exemples de stratégies mises en place justement pour lutter contre cette pénurie de main-d'œuvre. Premier exemple en Autriche, et précisément en Haute-Autriche, qui est le bastion industriel de ce pays. Vous savez, alors les entreprises, notamment qui fabriquent des machines-outils, elles font énormément appel à l'apprentissage. C'est normal en Autriche. C'est une façon pour eux de fidéliser à la fois leurs ouvriers spécialisés et leurs ingénieurs. Mais comme cela ne suffit pas à faire face à ce manque de pénurie, eh bien, ils font appel désormais aux robots, de plus en plus de machines automatisées qui permettent de fabriquer ces machines-outils. Deuxième exemple, les Pays-Bas, qui est un pays de plein emploi, mais où il y a des secteurs en tension. Eh bien, l'Agence pour l'emploi incite très fortement, c'est-à-dire qu'il menace de couper les aides aux chômeurs s'ils n'acceptent pas de nouveaux emplois. Alors, par exemple, ce monsieur qui auparavant détenait sa propre boutique de vêtements et qui a fait faillite, et au bout de 3 semaines, on lui a demandé de changer de métier, de devenir serveur. Donc voilà, c'est la flexibilité à la néerlandaise. Et puis enfin, autre exemple, Sonderborg, petite ville côtière du sud du Danemark, où là, les jeunes diplômés avaient tendance à partir après leur diplôme vers Copenhague ou d'autres grandes villes. Et bien, pour retenir ces jeunes, la ville mise sur l'écologie, sur la transition écologique. Son ambition, c'est d'ici 10 ans faire en sorte qu'il n'y ait plus d'émissions de CO2. C'est une façon pour une petite ville de faire parler d'elle, d'être un exemple européen, mais également de retenir sa main-d'œuvre. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous, les filles, tout juste de ce retour de cette tournée européenne. Donc, et on pourra retrouver évidemment toute votre série de reportages à partir de 14h15 aujourd'hui. Tout à l'heure, 14h15, c'est le grand jour, évidemment, jour du lancement à découvrir dans le Paris Direct présenté par Julien Fanchouli. Merci à toutes les deux. Il est 13h52.